fait un certain nombre de choses sur le terrain budgétaire, sur le terrain législatif également, pour améliorer la situation. Et l'heure du bilan, comme vous le disiez il y a un instant, est venue. Vous aviez la profession libre, libérale par excellence, avocat, il n'y a pas plus libre que ça. Là, vous avez l'État, les dizaines de milliers d'employés, les milliards de budget, on va y revenir. Est-ce que ça use? Ça pèse? Ça pèse, forcément. Vous savez, vous passez du statut d'avocat où vous avez à défendre des intérêts particuliers à celui de ministre où vous devez défendre l'intérêt général. Vous avez oublié la critique aussi, d'ailleurs. Ah ben oui, on va en parler. Les attaques, chaque matin, la presse qu'on découvre. Ah. Oui, ça fait partie du métier. Mais moi, je suis toujours dans ce même enthousiasme. Plus ça va, et plus je mesure l'honneur qui m'a été fait de servir la République. Dans le camp présidentiel, il y a ceux qui sont très optimistes, il y a ceux qui disent « attention, vous pouvez encore perdre », et puis il y a ceux qui masquent. Dans quel camp vous êtes ? Moi, je suis raisonnablement optimiste. Mais rien n'est gagné. Il faut faire évidemment attention. Il faut pouvoir défendre ce que nous avons fait, bien sûr. Il faut regarder ce que font les autres. Vous savez, moi, en termes de bilan, mon triptyque, il est très simple. C'est ce que nous avons fait, ce que les autres ont fait avant nous, et, c'est très important, parce qu'il faut beaucoup d'humilité, ce qui reste à faire. Ah, en tout cas, vous êtes de ceux qui vont réformer jusqu'au bout. C'est la réforme du nom de famille. C'est vraiment la réforme qui parle à tout le monde. Oui. D'abord, le principe, chacun, chacune pourra, une fois dans sa vie, changer de nom. Oui. Alors ça, c'est le principe. Le nom, vous savez, on est, pour la très grande majorité d'entre nous, fiers de porter le nom que nous portons. Mais il y a des gens qui ne portent pas leur nom, mais qui le supportent. Je pense à ces situations absolument terribles de femmes qui portent le nom de leur père, qui est aussi leur violeur, leur agresseur. Bon. J'ai reçu d'ailleurs une lettre bouleversante d'une femme de 70 ans qui m'a livré cette formule que j'ai reprise à mon compte. Je ne porte pas mon nom, je le supporte. Et je ne veux pas que ce nom-là soit gravé sur ma tombe. Donc vite, me dit-elle, que cette loi entre en vigueur. C'est aussi la situation de la femme, de la maman, qui élève seule son enfant et qui, pour l'inscrire au sport, à la musique, à l'école, doit sortir le livret de famille. Ça, c'est le cas beaucoup plus répandu. Des divorces, des séparations, ça concerne évidemment un nombre incalculable. Mais plein de gens. Je n'ai jamais reçu autant de courriers qu'à compter du moment où l'on a su que je porterais cette proposition de loi du député Vignal, qui est une loi, vous voyez, c'est une loi du quotidien, c'est une loi qui parle aux gens, c'est une loi de proximité, celle-là aussi. C'est aussi la situation de femmes qui portent un nom prestigieux qui va forcément s'éteindre. Donc, il y a des mécanismes qui sont prévus. Oui. Il y a les noms qu'on est honoré de porter, de continuer. Pardon, mais ça a été votre cas avec Moretti, parce que Dupont, c'est votre père, mort très tôt. Et votre mère, qui vous a élevé seul, vous avez voulu porter ce deuxième nom. Oui, alors cette loi, je la porte, évidemment, je ne voulais pas parler ici de ma situation, mais elle est connue, je me suis déjà exprimé sur ce changement de nom. Mon papa s'appelle Dupont, il est mort, j'avais 4 ans et demi. Ma mère, c'est une mère courage. J'ai voulu lui rendre hommage. Et j'ai pu le faire. Pourquoi ? Parce que j'étais connu sous ce nom d'usage Dupond-Moretti. Et je me suis dit, mais l'homme qui traverse la même situation que celle que j'ai traversée et qui n'est pas connu, qui n'a pas cette notoriété, il ne peut pas le faire. Et je trouvais que c'était injuste. Donc ça, c'est le petit supplément d'âme qui fait que je porte ce texte avec beaucoup d'enthousiasme. Les maires seuls, on voit à quel point c'est tout à coup présent dans la campagne. Alors il y a forcément une part d'opportunisme. Tous les candidats, dans leurs discours, dans leurs meetings, dans leurs propositions, recommencent à parler des maires seuls. Vous avez connu ça très, très intimement. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société ? Il y a une prise de conscience ? D'abord, je pense que, voyez-vous, c'est la société qui fait le droit et pas l'inverse. Voilà. Donc il faut prendre en compte évidemment les évolutions sociétales,
les familles recomposées, les situations de séparation. Et contrairement à ce que certains ont pu dire, ça n'est pas une déstructuration de la famille, pas du tout. Évidemment, c'est très, très, très frappant. Éric Zemmour, qui parlait de ses parents qui ont subi les huissiers, qui viennent frapper à la porte. Marine Le Pen, alors ce n'était pas le problème social, mais qui parlait de la difficulté de s'appeler Le Pen quand elle était jeune. Oui. Vous regardez tout ça avec compréhension, ironie? Écoutez, je pense qu'on est tous le fruit de son histoire. Mais il faut se souvenir d'où on vient. C'est la formule célèbre, je ne veux pas la reprendre. Fait un peu enfilage de perles de culture. On sait d'où on vient, et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Voilà. On traverse tous des difficultés, des combats, c'est la vie. Moi, j'ai une détermination qui est ferme. Je tiens ça de l'histoire qui est la mienne. Voyons précisément ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. La justice de proximité, c'est peut-être un des exemples, là encore, qui concerne le plus de gens. Oui. On juge très vite, de manière plus proche, la fameuse formule « tu casses, tu répares », les nuisances, les dégradations, tu indemnises. Est-ce que là, il y a un chiffre? Est-ce qu'il y a un résultat visible? Alors, il y a beaucoup de chiffres. Exemple. Mais je voudrais, alors, avant d'y aller, si vous le voulez bien, parce que les chiffres donnés comme ça donne un peu le tournis, je voudrais d'abord vous expliquer ce que c'est que la justice de proximité. Bon. Le président de la République dit « je veux une justice plus proche de nos concitoyens, plus efficace, plus rapide. » En matière pénale, ça signifie que tout doit être sanctionné, tout, rapidement. Et on constate que, en matière pénale, la petite délinquance n'est pas traitée. La grande délinquance, elle l'est. La petite, non. Celle qui pourrit la vie de nos concitoyens, les rodéos urbains, les tags, les décharges sauvages le long des routes, etc. Et ça a changé vraiment d'après vous? Dans quelle proportion? Je vais vous les donner. Le Premier ministre évoque dans son discours de politique générale la justice de proximité. Et on va me donner les moyens de la mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va embaucher 2000 sucres rapides, c'est comme ça qu'on les a appelés. Et votre expression a provoqué un tollé, parce qu'évidemment dans la magistrature, dire les sucres rapides, ça... Oui. Dans la magistrature, non. Dans certaines expressions syndicales, oui. Mais d'abord, Monsieur Rochebin, puisque vous me faites cette remarque, je n'avais pas le temps de former des magistrats aussi rapidement. Il faut 31 mois pour les former. Et puis, pardon, mais on ne décide pas, comme le font certains candidats à l'élection présidentielle, d'envoyer 5000 magistrats, 10 000 magistrats. Il faut du temps pour ça. Et je reviendrai d'ailleurs sur les magistrats que nous avons embauchés. Bon. Donc on a embauché 2000 sucres rapides. Ce sont pour la plupart des jeunes, super diplômés, Master 1, Master 2 en droit. On les a envoyés en juridiction. 1000 au pénal, 1000 au civil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accéléré tout ce qui est traitement de la petite délinquance. Et parallèlement à ça, nous avons embauché et investi massivement dans les délégués du procureur qui rendent la justice et qui vont la rendre dans des lieux où la justice n'était plus rendue. En résultat, qu'est-ce que ça donne? Alors, je veux quand même vous dire que les magistrats, chefs de cour, agents, chefs de juridiction, disent « mais ça marche du feu de Dieu ». Alors l'autosatisfaction, c'est insupportable, mais de temps en temps, on peut quand même être satisfait. Ben, je vais vous dire ce que ça donne sur le plan national. Pardon, c'est 115 000 décisions qui sont rendus hors les murs des palais de justice. Donc, le sentiment d'insécurité dont on parle beaucoup, et c'est normal qu'on en parle. Donc, pardon, ça veut dire des gens qui ont été forcés d'indemniser, de réparer, de nettoyer simplement le tag, ce genre de choses? Absolument. Ouais. En matière de rodéo motorisé, on ne peut même pas dire, hélas, rodéo urbain, parce que ça s'étend aussi dans les campagnes. C'est 1400% d'augmentation des condamnations. C'est énorme. À l'autre extrémité du spectre, il y a les grandes affaires criminelles, les grandes énigmes parfois. Vous avez créé cette cellule spécialisée pour essayer de les résoudre. Alors, on a tous en tête l'affaire Grégory, Dupont de Ligonnès. Je crois qu'il y a plus de 240 affaires non résolues. L'effet d'annonce, évidemment, est grand. Quelle est l'utilité d'abord d'un pôle spécial par rapport à ce qui existait déjà? Qu'est-ce que ça va changer? Vous avez compris qu'un pôle spécial centralise les informations.
Et que parfois, l'élément que l'on peut avoir, alors je prends ces exemples totalement au hasard, dans une juridiction du sud de la France, ces éléments ne vont pas être connectés avec d'autres éléments qui ont été recueillis dans le nord de la En France. principe, la justice devait traiter ça déjà avant. Oui, mais vous savez, la justice manque de moyens, et on en reparlera dans un instant, en dépit des efforts que nous avons faits. Et l'urgence, c'est évidemment les affaires les plus récentes, parce que le temps est le pire ennemi de la justice. Alors précisément, exemple très précis, l'affaire Grégory par exemple, c'est vraiment le cas emblématique. Oui. Le temps a passé, il y a eu des morts, il y a les mémoires qui s'effacent un peu. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer là maintenant dans une affaire pareille qui n'était pas espérable avant? Alors, moi je ne dis pas que ça va résoudre toutes les affaires, bien sûr, mais ça va forcément en résoudre. Vous savez qui sera à la tête de ce pôle, ça a été annoncé dans la presse, Madame Kéris, qui a elle-même, très attachée à ces affaires anciennes, montré toute sa compétence et son efficacité. Donc bien sûr que ça ne va pas tout résoudre. Vous savez, le risque zéro, il n'existe pas, et ceux qui le vendent, c'est très clair, sont des menteurs. Mais il faut bien comprendre que ce sont des dossiers qui ont 20, 30 ans parfois. Donc il est utile que l'on ait un pôle de magistrats qui s'y intéresse et qui travaille là-dessus. Est-ce que vous m'autorisez un mot sur, à propos de la remarque que vous aviez faite sur ces sucres rapides et sur les critiques qu'elles ont générées? Je veux vous dire deux choses. Bien sûr que, et c'est essentiellement dans l'expression syndicale, on a dit, mais il choisit ces sucres rapides plutôt que des magistrats. Je vous ai dit, il fallait 31 mois pour les former. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les juridictions m'ont demandé de les pérenniser. Ce que j'ai fait. C'est dire que nous ne nous sommes pas trompés. Et s'agissant des magistrats, durant ce quinquennat, nous avons embauché près de 700 magistrats. 698 très précisément. Sous le quinquennat précédent, M. Rochebin, c'est 27. Sous celui d'avant encore, c'est moins 142. On ne remplaçait pas les magistrats à la retraite. Là, vous parliez de François Hollande et avant cela de Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse, vous l'associez spontanément. C'est vous-même qui le faisiez récemment. Oui, c'est vrai, puisque elle a taillé à la hache dans la fonction publique et les magistrats n'ont pas été épargnés. Et nous sommes au rendez-vous de nos obligations parce que, avec ces deux budgets qui sont historiques, et qu'on le veuille ou non, on peut ne pas aimer le ministre de la Justice, on peut le critiquer, on a le droit dans une démocratie. C'était 2 fois 8% d'augmentation. 2 fois 8%. Plus d'un tiers d'augmentation du budget justice depuis le début du quinquennat, près de 700 magistrats embauchés, et nous aurons la plus grande promotion de l'histoire de l'École nationale de la magistrature, 480 élèves. Voilà les résultats et les chiffres, vous voyez, à un moment, on ne peut plus les discuter. Sans faire de psychologisme, là aussi, il y a un écho à votre vie personnelle. Quand on parlait des grandes énigmes criminelles, c'est votre grand-père qui a été sans doute tué. On l'a retrouvé mort, je crois, près d'une voie ferrée. Oui. Là encore une fois, c'est pas pour entrer dans l'intime, mais voilà, on voit que c'est la vie de chacun, ou de beaucoup de gens en tout cas. D'abord, comment vous dire? C'est quand je me suis rendu compte qu'il y en avait plus dans le rétroviseur que devant, que j'ai commencé à réfléchir au fond sur moi-même, pourquoi j'étais devenu avocat, pourquoi j'avais ce parcours. Bon. Et naturellement que cela m'est revenu à l'esprit parce que ça imprime d'une façon indélébile l'ADN de ma famille. Bien sûr qu'il y a de ça. Bien sûr, docteur. Les cold cases, c'est une blessure pour des familles. Mais évidemment, il n'y a pas de hasard, vous savez. On est le fruit de son histoire. Qui que nous soyons, le tout c'est de s'en souvenir et d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Mais on ne va pas passer des plombes sur cette on y reviendra par analyse. Les échos de ce bilan de la justice, les places de prison. 15 000 places de prison supplémentaires en 10 ans. Programme très important. Mais on voit qu'on n'est jamais très loin de la campagne et de ces polémiques. Là, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Marine Le Pen reviennent avec ce chiffre vérifié de 25% d'étrangers dans les prisons. C'est le cas? Il n'y a pas de statistiques qui sont tenues en la matière. Pourquoi pas, oui.
est-ce que ça pose un problème effectivement simplement moral pour le contribuable, le citoyen français, comme ils le disent, qui n'ont pas à supporter cette charge-là? On ne va pas se lancer sur cette question de l'immigration. Pour moi, l'immigration est un problème qu'il faut voir de façon large. Le focus, ce n'est pas un focus microscopique. Oui, il y a des étrangers dans nos prisons. Oui, on a du mal parfois à les renvoyer chez eux, et le président Macron a eu en matière diplomatique une intervention très très forte, notamment auprès des pays du Maghreb, avec la question des visas. Bon. Ils ne veulent pas que ces étrangers qui sont condamnés à quitter le territoire se retrouvent dans ces pays d'origine. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Valérie Pécresse, pardon, dans son dernier meeting, a dit, elle parlait des clandestins en l'occurrence, mais c'est la même logique, on refuse carrément tous les visas aux pays qui refusent de reprendre leurs nationaux. Écoutez, ça c'est une idée qui est en cours et pour laquelle le président Macron a été à l'initiative diplomatique forte. Mais je vais vous dire autre chose. C'est faisable, ça? Non, mais monsieur Darius Rochemin, je vous dis que cette question de l'immigration, on ne peut pas la regarder sous la focale exclusive de la délinquance. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont fait la richesse de ce pays. Ça, c'est certain, Éric Bombardier. Mais là, c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Énormément, mais pardon. Non, quand on parle dans les prisons d'un quart, alors les chiffres, comme vous le dites, peuvent être un peu discutés, mais enfin, 22, 23, 24, 25% d'étrangers, oui, on peut penser que ça pose un problème aux contribuables, aux citoyens français. Monsieur, si vous avez la solution clairement, je vais vous dire ce que disait il y a quelques années Madame Le Pen. Elle disait, on les met dans un bateau, on quitte les eaux territoriales. Et après, vous voulez que je vous dise ce que certains disent au Café du Commerce, certains de ces électeurs? Qu'est-ce qu'on fait de ce bateau? Entre le le Café du Commerce et ne rien faire, il y a quand même une certaine distance. Alors ça veut dire qu'on ne peut rien faire, quoi, en gros. Non, monsieur Rochemin, moi, je ne suis pas un fataliste qui accepte les situations. On fait ce qui doit être fait. Le président de la République a lancé une grande initiative diplomatique et n'a pas attendu les solutions toutes faites que proposent les uns et les autres. Vous voyez bien que dans une partie de l'opinion, c'est typiquement ce genre de choses qui pousse, à avoir des positions plus dures, parce qu'on se dit, au fond, les politiques nous disent, bon, on peut rien faire. Non, je ne dis pas cela, moi. Je dis que nous avons fait un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est les solutions radicales, selon vous? Vous êtes un journaliste... Non, moi je vous pose la question, c'est vous le ministre. Moi, je vous la renvoie. Effectivement, les refus de visa systématiques aux pays qui refusent de prendre... y compris leurs officiels. Mais ça a été décidé par le président de la République dans une initiative, je ne veux pas le dire 4 fois, diplomatique, forte, qui n'avait jamais été mise en œuvre par d'autres. C'est la première chose. On parle quand même... Je vais vous dire, monsieur... Darius Rochemin. Après, on va essayer de quitter ce sujet. Moi, je ne suis pas dans le fatalisme, je dis que c'est difficile. Ce qui nourrit les populismes et ce qui fait vibrer l'opinion publique dans le sens que vous décrivez, et vous avez raison, c'est que l'on simplifie tout alors que ce sont des problèmes extraordinairement complexes. Au cœur du ministère, la lutte contre la violence avec ses échecs et ses réussites au chapitre des échecs. On voit par exemple que les coups et blessures volontaires ont repris après 2020, mais 2020 était très spécial avec le confinement. On peut faire des batailles de chiffres à l'infini. La violence qui se développe dans notre société, c'est un fait. Oui. En même temps, dans les chiffres, quand on veut les regarder avec nuance, il y a une diminution très nette des vols avec violence, par exemple. Bon. Mais est-ce qu'on reproche, monsieur Rochemin, est-ce qu'on reproche la maladie aux médecins? On regarde comment ils la traitent, s'ils ont le vaccin. Alors on reproche souvent au ministère de la Justice la violence, mais la violence, elle est malheureusement, consubstantielle à l'humanité. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation de retard systématique? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous parliez des rodéos urbains, vous avez dit ça s'étend maintenant aux campagnes. C'était très frappant, vous disiez ça tout à l'heure, parce que oui, on a le sentiment que des barrières morales sont tombées. Laissez-moi développer un peu ma pensée, si vous le voulez bien. Oui, ça s'étend aux campagnes, mais c'est 1400% d'augmentation des condamnations. Et je vais vous dire autre chose. Tiens, j'ai oublié justice de proximité. On saisit maintenant les scooters. Et on les donne à des associations caritatives. Dans les cours de mécanique aussi, j'ai vu ça. Et dans les cours de mécanique. Ben voilà, vous suivez bien mon actualité.
je vous en remercie infiniment. Oui, mais ça a du sens. Parce qu'un gamin de 16 ans qui fait le kéké avec son scooter, quand on lui pique, je peux vous garantir que, voilà, c'est compliqué. Et puis c'est un peu honteux dans le quartier. Bon. Et ce scooter, on le donne à des gamins qui apprennent la mécanique. Mais je veux revenir 2 secondes. Pardon, monsieur Rochebin. Monsieur le ministre, tout ça, bien sûr, les efforts, vous avez beaucoup parlé des efforts, pardon, mais là, si on ouvre le chapitre de cette espèce de course-poursuite qui n'en finit plus, plus 9% de coups de blessures volontaires de hausse en 2021, ça, ce sont des faits, ce sont des chiffres, et c'est le sentiment de tant de Français. Est-ce que je peux vous dire un petit mot là-dessus ? Oui. La violence, ça vous concerne autant que moi, tous nos compatriotes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les réseaux sociaux, par exemple. Umberto Eco a dit qu'autrefois, ça se passait au bar. Maintenant, la haine, elle est empaquetée, elle est diffusée. On n'aura pas fini cette émission de 4 secondes, que vous en prendrez plein la figure, et moi, le double. Des types qui pensent que leur pensée violente doit être diffusée, qu'elle présente un intérêt. Bon. Après les mots, il y a les coups. Ça, évidemment, c'est une des raisons de la violence. Mais il n'y a pas que. Et pardon, est-ce que là, il n'y a pas une désinhibition ? Mais si on est très précis, on voit les violences contre les élus. Parce que c'est la suite exacte de ce que vous dites, qui ont augmenté. Ce sont les chiffres même, je crois, du ministère de l'Intérieur. 535 faits de menaces graves. Monsieur, j'y viens. 400 plaintes depuis juillet. Mais j'y viens. Il y a la perte de l'autorité aussi. Vous savez, dans l'enquête du Point de cette semaine, on indique qu'à force de critiquer systématiquement l'autorité politique, ça engendre aussi ce type de violence. Ça ne vous a pas échappé. Il y a aussi dans la violence le confinement, la période que nous avons vécue. Moi, là encore, je ne suis pas dans le fatalisme, mais je dis, monsieur, qu'il faut prendre cela en considération. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors sur les élus, par exemple, pour vous dire, il n'y a pas de fatalisme. Moi, j'ai fait plein de choses sur les élus et pour les élus. D'abord, j'ai aggravé les sanctions, j'ai demandé à ce qu'elles soient justement qualifiées, j'ai abrogé ce rappel à la loi. Vous voyez, justice de proximité, le rappel à la loi, il ne faisait peur qu'aux honnêtes gens. Les autres, ils disaient lol, le rappel à la loi. Vous savez, lol, rien à faire. Bon, voilà, on l'a supprimé. Et on l'a remplacé par un avertissement pénal probatoire qui ne pourra pas bénéficier à l'auteur de violences envers les élus. Précisément, pardon, sur les élus, quelles mesures est-ce que vous pourrez prendre ? C'est terrible. Oui. Vous m'avez cité des chiffres. J'essaie de vous répondre. Il y a 60% aujourd'hui d'emprisonnement dans les menaces contre les élus, alors qu'autrefois, c'était un chiffre, un peu moins d'un an, 50%, 10 points de plus. S'agissant des violences faites aux élus maintenant, c'est 80% de peines d'emprisonnement prononcées. Voilà des choses qui ont été faites. On a l'impression que parmi tous les ministres, vous êtes celui qui est le plus fier. Ça sent, hein. Il y a une fierté chez vous d'être ministre. Le mot était beaucoup galvaudé, ministre. Hein. Ouais. Vous êtes sans doute le plus fier d'avoir été ministre, de l'être. Mais monsieur, servir la République... Quand on vient, pardon, on y revient encore, j'ai envie de vous appeler docteur pour la deuxième fois, mais c'est tellement incroyable. Et regardez, je vais vous dire autre chose là-dessus. Vous voyez, sur cette violence qui gangrène notre société, je me suis battu pour que les haineux en ligne puissent être jugés tout de suite. Ils étaient jugés 1 an ou 2 après, puisque vous savez qu'ils étaient protégés d'une certaine façon par une loi qui n'avait pas été faite pour eux, qui est la loi de 1881 qui protège la presse. Et dans le cadre de la présidence française de l'Union, je me bats pour que nous ayons un texte européen permettant de réprimer la haine en ligne. Et à Lille, nous avons fait un conseil des ministres de la Justice et j'ai invité Facebook, Twitter, les grandes plateformes pour qu'avec elles, on puisse réfléchir à trouver des solutions nous interdisant cette haine en ligne qui fait monter la violence dans notre société. Éric Dupond-Moretti, vous êtes au Sceau, vous avez les Sceaux, mais vous êtes aussi membre de ce gouvernement. Oui. Vous voyez comment fonctionne le pouvoir. Ce sera l'heure du bilan de ce point de vue-là aussi. Au chapitre des critiques, ce qui revient le plus, c'est le fonctionnement très vertical de cet exécutif, avec un président de la République, au fond, qui décide tout, à qui tout revient. On l'a vu notamment dans la crise du Covid. Pour le meilleur ou pour le pire, chacun jugera. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un fonctionnement excessif ?
il y a d'abord là, avant de me poser la question de cette façon, demandez-moi ce que j'en pense. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est pas du tout mon ressenti, moi. Ce que j'ai remarqué... Il n'y a pas de Jupiter. Attends, alors là, il n'y a pas de Jupiter, non. Non, moi, j'ai pas vu de Jupiter. J'ai vu un être humain, fait de chair et de sang, avec des défauts qu'il reconnaît lui-même. D'ailleurs, il dit « j'ai parfois blessé des gens », et beaucoup de qualités. Mais pardon de vous dire que ce qui m'impressionne beaucoup, moi qui viens de la société civile, c'est à quel point on veut enfermer les politiques dans la caricature que l'on se fait d'eux, au fond. Moi, il n'y a pas un papier sur moi dans lequel je me reconnais. Bon, on me dirait, l'œil ne se regarde pas voir, mais quand je vois comment on décrit le président de la République, moi, je ne le reconnais pas. D'abord, c'est quelqu'un qui est intelligent, je pense que personne ne le conteste. Il a une connaissance de ses dossiers qui est extrêmement importante, bien sûr, c'est très pointu, c'est toujours très précis, mais c'est quelqu'un de très humain, de sacrément humain. Moi, j'ai fait mon texte, vous voyez ? On m'a pas dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. On a discuté ensemble. C'est très ouvert. C'est le contraire de ce que je lis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Il n'y a pas d'opposition dans ce gouvernement, il n'y a pas un seul ministre. On a vécu d'autres temps de la Ve République où des ministres s'opposaient un peu au moins à leur président. Là, il n'y a pas une tête qui dépasse, quoi. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je dis, Monsieur le Président de la République, avec le respect institutionnel que je lui dois... Sur quoi vous l'avez contredit ? Mais je ne vais pas vous le dire. Ça ne regarde que nous. Mais évidemment qu'il y a des échanges, pardonnez-moi. Puis c'est pas une contradiction, c'est des affinements. Il me dit, mais pensez pas, Monsieur le Garde, que ça pourrait être dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Oui, non, etc. Ensuite, c'est le chef. Enfin, pardonnez-moi, c'est le chef de l'État. L'expérience du ministère, je me rappelle très bien, vous parliez de votre expérience personnelle, pardon d'y revenir, mais votre mère femme de ménage qui avait des patrons et vous disiez ne jamais avoir de patron. Là, vous en avez des patrons. Alors, vous avez le président de la République, vous avez un Parlement avec lequel il faut batailler, vous avez l'opinion. Bon. Ben justement, comment vous les prenez tous ces patrons ? Justement. Vous avez appris à obéir ? Attendez, non, sûrement pas. Ben d'abord, je suis pas un courtisan, mais j'ai accepté, quand le président de la République m'a proposé d'être ministre, je l'ai accepté sans hésiter, parce que il y a quelque chose qui me plaisait chez lui et qui me plaît toujours chez lui, c'est que c'est pas un lâche. Et quand le vent souffle, il tient le cap, il se laisse pas balloter par les vents, fussent-ils mauvais. Et moi, vous voyez, quand je l'entends dire, oui, il m'est arrivé avec la fougue de la jeunesse, qui est la mienne, de dire des choses que je regrette, au fond, moi, je préfère les gens... je préfère la maladresse, parfois, à la lâcheté. Est-ce qu'il y a un côté, même foutraque chez lui, quand il dit emmerder les Français, on sent que c'est à moitié maîtrisé, ou ce genre de situation, ça peut être d'ailleurs apprécié. Est-ce qu'il y a un côté foutraque ? C'est absolument extraordinaire. Alors, des fois, on dit... C'est extraordinaire, je vous pose une question, écoutez-moi. Des fois, c'est Jupiter, qui parle naturellement à un grec classique, à des gens qui ne peuvent pas l'entendre. Classique, l'ubris, pardon, ça s'observe chez les gens tout à fait intelligents aussi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Bon, alors parfois, c'est jupitérien. Puis quand il dit un mot qu'on utilise tous, vous dites jamais, vous, ça m'emmerde ? Bien sûr. Dites-le encore. Oui, mais président de la République, ça prend un autre sens. Oui, mais attendez. On est sur un combat qui est un combat vital pour la France. Oui. La Covid, c'est un combat vital. Considérez quand même que le président de la République, il a eu à faire face aux Gilets jaunes, à la Covid, à des actes terroristes qui nous ont endeuillés. Les résultats, on va les regarder. Il y a un chiffre qui tombe ce matin sur le chômage, par exemple. Je ferme cette parenthèse. Mais voyez-vous, quand il est dans cette expression libre, et puis il peut en avoir ras-le-bol, c'est un être humain, enfin pardon. Moi, je dis aussi que quand on voit un certain nombre de ces gens qui défilent, il y a quoi ? Il y a des gens fragiles et qui sont perdus, il faut les respecter. Après, il y a toute une tripotée de fachos qui essaient de se refaire la cerise grâce à la Covid de façon très opportuniste. Et puis vous avez ensuite des complotistes. Mais quand vous entendez ces gens dire, enfin pardon, monsieur Rochemin, on est en dictature, c'est l'étoile jaune. Attendez, un moment, voilà, je trouve qu'il a été modéré. Assez parlé de lui, parlons de vous. Vous aviez, avant d'entrer au ministère, une forme de liberté insolente, provocante, quand vous disiez chasseur, buveur, fumeur, bon buveur, amateur de corrida. L'esprit du temps de maintenant, est-ce qu'il n'est pas encore moins indulgent pour ce type de liberté ?
Oui, mais ça, c'est pas le passage du métier d'avocat à celui de ministre. Je pense que c'est toute la société qui impose maintenant une forme de politiquement correct. De puritanisme, c'est un nouveau puritanisme selon vous ? Pardonnez-moi, j'ai vu que M. Roussel, qui est prétendant à l'élection présidentielle communiste, il a parlé d'une bonne viande et d'un verre de vin rouge. Ça vous a fait plaisir, ça ? Bah oui, ça m'a fait plaisir. Et Mme Pécresse aussi y est allée, elle a repris. Bon, peut-être qu'il partage ce goût pour la barbaque et pour le vin, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est une société qui est complexe de ce point de vue. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société ? Le fait qu'un Roussel, le fait qu'un homme de gauche, dise « j'aime la viande », c'est déjà un peu sulfureux. Ça dit de notre époque qu'elle est ultra-hygiéniste, qu'elle impose une forme de transparence qui est en réalité de la transperçance. Je ne renie rien de ce que je pensais. Mais c'est dangereux, ça, selon vous ? Vous dites la transperçance ? Oui, bien sûr que c'est dangereux, bien sûr. On doit pouvoir... Vous savez, moi, je veux dire, monsieur Darius Rochebain, je pense qu'une société, au fond, le ciment d'une société, c'est ce qui peut nous rassembler avec nos différences. Bon. Et ça, c'est une vision que je porte, qui est totalement contraire à celle que porte l'extrême droite, qui, elle, stigmatise les communautés, les religions, tel comportement, etc. On ne fonde pas une société là-dessus. Emmanuel Macron, il a une vue de ce point de vue-là, qui est une projection 2030, pas 1930, comme... voilà. Et qu'est-ce que je veux dire en disant cela ? Je veux dire qu'en réalité, oui, c'est dangereux qu'il y ait un seul mode de vie, que tout cela soit lissé, que l'on ne puisse pas exprimer ses différences, mais moi, je n'ai pas perdu de cette liberté. Je dis seulement qu'aujourd'hui... Si, maintenant, oui. Non. Je suis attentif aujourd'hui parce que je suis ministre de la Justice. Et c'est normal. Je ne vais pas faire tous les jours quelque chose qui soit de l'ordre du disruptif dans ma façon de parler. Ce serait contre-productif. Je suis le garant des institutions qui sont celles de mon périmètre et je fais très attention à protéger ces institutions. Un mot sur le verbe, c'est vraiment votre marque de fabrique. On l'a vu à l'Assemblée notamment, là vous avez aimé ça, la bataille parlementaire. Le premier choc, ça a été quoi ? Où vous avez découvert cette autre forme d'éloquence ? Le premier choc, il est émotionnel. Je rentre dans un lieu où Hugo et Clémenceau se sont exprimés. Vous imaginez ? Et je suis là un peu perdu, et ça se voit d'ailleurs. Et puis ensuite, il faut que je m'exprime en 2 minutes. Et moi, je suis plutôt diesel. Alors, c'est plus à la mode, le diesel, mais il me faut un peu de temps. Et 2 minutes, je trouve ça court pour argumenter. Même 1 heure d'émission, je trouve ça court pour argumenter, quand on a beaucoup de choses à dire. Et donc, je suis un peu perdu. Il faut s'adapter. Et le débat, là j'évoque les questions au gouvernement, mais dans le débat, qui est beaucoup plus long, sans limite de temps, je trouve que c'est formidable. C'est le cœur battant de la démocratie. Qui sont les bons orateurs, là ? Mélenchon ? Mélenchon est incontestablement un bon orateur. C'est le meilleur ? Je ne dirais pas ça, ce serait désobligeant pour les autres, mais c'est un bon orateur. Je suis d'accord avec peu de choses de ce qu'il raconte, mais il le raconte bien, oui. Vous avez écrit sur le verbe des choses très fortes, assez conservatrices. Vous dites, oui, il y a un danger dans le fait qu'à l'école aujourd'hui, la maîtrise, y compris de l'orthographe, du mot juste, a baissé. Vous avez beaucoup insisté là-dessus avant. On voit qu'aujourd'hui, ça revient dans cette campagne électorale. Est-ce que là, vous n'êtes pas du camp des nostalgiques ? Mais nous avons une langue absolument extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai un peu voyagé dans ma vie, je suis allé en Suisse, pas mal, et les Suisses francophones défendent le français bec et ongle parce qu'ils sentent au fond que cette culture-là peut être menacée. C'est la lutte contre le franglais que l'Académie française remet au goût du jour. Oui, les Québécois, par exemple, ils n'ont pas marqué sur leur panneau stop, ils ont marqué arrêt. Ils ne regardent pas The Voice, mais La Voix. Et moi, je dis qu'il faut faire attention, parce que quand je dis, vous voyez, sur la haine en ligne, qu'après les mots, il y a les coups, la langue, elle nous protège, parce qu'elle nous permet d'échanger. Et tant qu'on se parle, on débat, mais on ne combat pas. C'est fondamental, Est-ce la que langue. dans ce dossier, notamment, on ne donne pas raison à ceux qui disent « oui, c'était mieux avant ». C'est pas seulement les réactionnaires qui disent ça, ce sont tant de patrons d'entreprise qui disent chaque fois que je reçois une lettre de motivation « oui, l'orthographe baisse, oui, le niveau de langue baisse ». Sans doute. Ben, on ne peut pas dire le contraire. Regardez les débats parlementaires sous la 3e, la 4e République. Vous y verrez des orateurs flamboyants, sublimes. Mais même le journal télévisé, on
on s'autorise quelques raccourcis. Bon, la langue, en même temps, monsieur Rochemain, la langue, elle n'est pas figée non plus. Ouais. Elle évolue. C'est comme... Ce sera, pardon, une priorité du nouveau quinquennat, si nouveau quinquennat il y a, dans votre camp, de faire que l'éducation reprenne ce fil-là? Alors, je ne suis pas insensible à ces choses. Vous le savez, vous venez de le dire. D'abord, serais-je encore du prochain quinquennat? Je vous pose la question. Eh ben, je vais vous dire, c'est pas à vous. Alors, d'abord, on va remettre les choses en perspective. Hein. Allez. Vous savez que cette question viendrait. D'abord, est-ce que vous seriez prêt à continuer? Alors, d'abord, il faut que le président de la République soit Emmanuel Macron. Voilà. Pas... bon. Qu'il ait une majorité parlementaire. Ensuite, non mais là ce sont des choses sérieuses. La Constitution, elle est ainsi faite qu'un ministre tient sa légitimité du président de la République et du Premier ministre. Bien. Et s'il venait à l'esprit du président de la République et du Premier ministre de me demander si je continue ou si j'arrête, c'est évidemment à eux que je répondrai, monsieur Rochemain. C'est une évidence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et, pardon, on n'est pas propriétaire de son ministère. Quand on a fait les journées du patrimoine, les journées portes ouvertes, il y a des gens qui étaient là et je suis allé les voir. Moi, c'était un samedi, un dimanche, je suis allé parler avec eux, papoter. Ils disaient, mais c'est vraiment beau, monsieur le ministre. C'est vrai que c'est beau. Hein. Le bureau du ministre, il est très beau. Et ils me disaient, c'est beau chez vous. Je disais, non, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Moi, j'ai un contrat à durée déterminée. On verra, monsieur Darius Rochemain. Redevenir avocat, c'est possible. Et je répondrai à toutes ces questions le moment venu. Vous me réinviterez? Oui, avec plaisir. Mais ben voilà. Là c'est vraiment, il ne s'agit pas, ministre ou pas, redevenir avocat, reprendre la robe comme avant. Vous y pensez parfois? Vous adorez la prétérition. Au fond, je ne vous réponds pas sur ce que je souhaiterais au fond de quelque chose qui est intime. Voilà. Et alors, vous me demandez, donc, puisque vous n'avez pas eu la réponse, vous me demandez si je reprends la robe d'avocat. Attendez un peu. Quoi qu'il en soit, encore faut-il que votre camp gagne. Voilà. Les chiffres, absolument. Les chiffres du chômage, 7,4, une amélioration de 0,6. Pour vous, c'est un tournant? Vous savez, moi, des fois, je me dis la chose suivante. Je me dis, mais qui peut dire, les yeux dans les yeux, moi, j'aurais fait mieux qu'Emmanuel Macron? Dans le domaine économique, dans le domaine qui est le mien, avec les budgets qu'on a réussi à mettre en place, avec les textes... Certains le disent en matière d'endettement, etc. Oui, mais ils sont libres de le dire. On est libre dans une démocratie de s'exprimer. La seule chose, moi, qui me gêne dans le débat, c'est ceux qui, comment dirais-je, sont haineux. Vous voyez? Ça me fait peur. Ça me dérange. Où est-ce qu'on a franchi le seuil de la haine, d'après vous? On s'est déjà parlé de cela dans une émission à laquelle vous m'aviez invité. Dire d'un grand-père qu'il aurait finalement perdu la nationalité française parce qu'il est allé enterrer ses petits-enfants en Israël. Quelle horreur. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, je suis allé... Je ne sais pas si j'ai le temps de vous le dire. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, j'ai demandé à tous mes collègues européens d'aller sur un lieu mémoriel. Et on a fait une petite vidéo qui est très émouvante, qui est très belle. Personnellement, je suis allé au mémorial de la Shoah, à Paris. On m'a montré un texte. C'est un texte qui répond à la demande des Allemands qui souhaitent que l'on aggrave le sort des Juifs français. Et il y a une petite exception au bénéfice, entre guillemets, des Juifs français. Elle est rayée de la main du maréchal Pétain, avec ses commentaires. J'ai demandé si M. Zemmour était venu au mémorial de la Shoah. On m'a répondu que non. Et on m'a offert le fac-similé de ce document. Je pense que la ligne est franchie. Vous savez... Sur cette question, pour être très précis, vous pensez que, par ses propos sur Pétain, Éric Zemmour est sorti du cercle républicain? Par tous ces propos-là, réécrire l'histoire à son profit. Stigmatiser le comportement de monsieur... Vous me parliez de ma mère tout à l'heure, pardon d'y revenir, mais elle me demanderait demain d'être enterrée en Italie. Le plus tard possible, ça va de soi. Elle serait plus française? Enfin, pardon, elle a travaillé toute sa vie, elle a payé ses impôts en France, elle a la nationalité française. La Marseillaise l'a fait vibrer, quoi, elle est plus française. Bon, alors, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les musulmans. Il y a la confusion entre l'islam et l'islamisme politique.
il y a les handicapés, il y a les femmes, il y a les homosexuels. Pardon, si on vous suit, quand une partie de la droite, c'est le cas notamment d'Éric Ciotti, dit au second tour entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour, là aussi, selon vous, un cap est franchi? Ah oui, évidemment. Lequel? Mais que les LR sont en train d'exploser, qu'il y a une explosion interne, que l'on n'arrive même pas au sein de ce parti à se mettre d'accord sur une ligne. Comment on peut dire aujourd'hui que l'on va voter pour ces idées-là? Parce que derrière les hommes, monsieur Darius Rochebain, il y a les idées. Certains diront, c'est aussi un calcul de votre camp, de dire mieux vaut avoir face à nous Zemmour ou Le Pen plutôt que Madame Pécresse, parce qu'au moins on est sûr de gagner. Mais c'est ridicule tout ça, parce que c'est ridicule. Le président de la République, quand il se déclarera candidat, il aura de toute façon face à lui un adversaire politique. Est-ce que l'arrière-pensée n'existe pas? François Mitterrand avait poussé, lui, de manière très active, Le Pen, parce qu'il se disait il vaut mieux avoir Le Pen que la droite classique, je gagnerai. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas photo entre ce qu'a fait le président de la République, ce qu'il projette et ce que proposent les autres. Et dans le périmètre qui est le mien, moi je regarde à la loupe. Le programme de M. Zemmour, il tient en une page. Bon. La légitime défense, moi je suis pour, mais le Far West, je suis contre. Cette idée qu'on puisse, vous voyez, la légitime défense, elle est encadrée par les textes, elle est encadrée par la jurisprudence. Bon, voilà une des propositions. Perpétuité réelle, elle existe. Alors lui, ça tient en une page. Madame Le Pen, par exemple, je vous dis ça, dans ce qu'elle appelle le livre blanc pour la justice, tel qu'il a choisi la couleur, elle dit il faut 9000 magistrats. On a dépassé ce chiffre depuis belle lurette. Et quant à Madame Pécresse, c'est le code pénal pour les quartiers défavorisés. Ça coûte plus cher de commettre une infraction dans les quartiers défavorisés que dans les beaux quartiers. C'est totalement anticonstitutionnel. Éric Dupond-Moretti, un dernier mot de conclusion. On a donné des éléments de portrait tout au long de l'émission. Vous avez une grand-mère, Louise, qui était communiste. Oui. Elle avait sauvé des Juifs pendant la guerre. Oui. Prolo. Vous dites prolo, à quel point il y a peu de ministres qui assument à ce point-là le fait d'avoir une ascendance prolo. Ça vous a servi? Mais bien sûr, je pense à elle tous les jours. Et en particulier quand j'entends Zemmour, je pense à elle tous les jours. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que je ne pensais jamais que l'on entendrait à nouveau là. Dans cette époque. Vous savez, monsieur Rochebain, je vais vous dire quelque chose. Ce député-là qui sort du Parlement européen en brandissant ce geste nazi, au fond, l'Europe, elle s'est construite sur les cendres de la guerre. Et on ose faire ça aujourd'hui. Je ne pensais pas que ça existerait, moi. Et moi, quand j'ai vu le drapeau européen, qui ne remplaçait pas le drapeau français, c'est un mensonge absolu, mais qui était là, sous l'Arc de Triomphe, juste au-dessus de la tombe du soldat inconnu, je me disais, mais quel beau symbole. Il y a 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre. Éric Dupond-Moretti, merci. Voilà, qu'est-ce que vous ferez le 24 avril? J'irai voter. La déclaration de candidature, il vaut mieux la faire vite? C'est le choix du président de la République. Il y a deux visions là. Il y a ceux qui disent qu'il faut être dans l'arène, casser complètement les codes, et puis ceux qui disent allez à la Mitterrand 88. Si vous deviez donner un conseil? Moi, je ne donne pas de conseil. Je ne suis pas conseil en stratégie. Moi, je retourne bosser à la chancellerie. J'ai encore du travail. Cet après-midi, je fais un beau déplacement sur la justice de proximité. Moi, je suis à la tâche. Monsieur le ministre, merci beaucoup.